Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous. Salut, super contente d'être là pour ce nouveau décryptage. Ouais, et aujourd'hui on va plonger dans un sujet vraiment dense. On va décortiquer l'escalade actuelle de la guerre aérienne entre les États-Unis, Israël et l'Iran. C'est ça. Le but, c'est vraiment de dépasser les grands discours officiels qu'on entend à la télé pour analyser ce qui se passe concrètement. Les réalités logistiques, les tactiques sur le terrain. Et pour ça, on se base sur des rapports de renseignement hyper récents. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est de relier les points entre des frappes ciblées dans les montagnes, des mouvements de navires à l'autre bout du monde et des opérations spéciales imminentes. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut faire une petite mise au point. C'est hyper important. Vas-y, je t'écoute. Les documents qu'on analyse aujourd'hui contiennent des critiques très, très sévères envers l'administration américaine actuelle. Certains l'accusent carrément de tromperie stratégique, quoi. Ah oui, c'est pas des mots légers en effet. Ben non. Donc, on rappelle à notre audience que notre analyse ici, c'est de rapporter ces points de vue pour bien comprendre le contexte militaire. On ne cautionne aucune orientation politique, on reste neutre. Tout à fait. On garde notre objectivité et on regarde les faits. Bon, commençons par ce qui se passe dans les airs. En lisant tes notes, il y a un chiffre qui m'a fait halluciner. On parle de plus de 70 000 points de données de frappe. Ouais, c'est vertigineux. C'est fou. J'ai l'impression qu'on parle d'un tapis de bombes ininterrompu. Ça donne cette impression, mais en fait, la guerre aérienne moderne, c'est beaucoup plus laborieux que ça. 70 000 points, c'est pas 70 000 cibles différentes qui sont détruites. D'accord, donc c'est quoi exactement? Disons que si tu veux détruire une seule piste d'atterrissage, balancer une énorme bombe au milieu, ça suffit pas. L'ennemi va juste reboucher le trou en quelques heures. Ah ouais, logique. Du coup, pour vraiment neutraliser la piste, il faut la frapper avec une précision chirurgicale à une dizaine d'endroits différents. Donc une seule piste, ça fait déjà 10 points de données, tu vois. Ok, je comprends mieux. C'est une vraie démultiplication de l'effort. Et j'ai vu que l'attention se focalise pas mal sur un site très précis, le complexe de Yazid. Exactement. Le complexe de missiles balistiques de Yazid, dans l'ouest de l'Iran. Et ça, c'est le cauchemar absolu pour les forces américaines et israéliennes. Pourquoi c'est si compliqué à atteindre? Parce que c'est pas juste un bâtiment posé là, c'est une forteresse enfouie dans une montagne, t'as des mètres et des mètres de roches massives qui servent de bouclier naturel. C'est un vrai bunker, quoi. Pire qu'un bunker. Pour espérer toucher ce qu'il y a à l'intérieur, il faut utiliser les bombes les plus lourdes de l'arsenal. Et surtout, il faut qu'elles frappent exactement au même endroit, l'une après l'autre, pour creuser la roche. C'est vraiment de l'orfèvrerie explosive. C'est comme un puzzle destructif, en fait. On détruit tout pièce par pièce. C'est exactement ça. Et pendant qu'ils s'acharnent sur ces cibles super fortifiées, la stratégie s'est aussi élargie pour frapper les ports, les usines de mines marines des gardiens de la Révolution. Mais le truc, c'est que pendant qu'on essaye de détruire ces bunkers, l'Iran vient de montrer que sa capacité de frappe est bien plus grande que ce qu'on croyait. Là, on passe à l'événement qui a provoqué un vrai séisme stratégique, l'attaque sur Diego Garcia. Diego Garcia. Pour situer un peu, c'est cette petite île militarisée au fin fond de l'océan Indien, non? Ouais, c'est très très loin au sud. Normalement, c'est le sanctuaire ultime, la base arrière intouchable. Sauf que là, elle a été touchée. Enfin, presque. Voilà, on a détecté le lancement inattendu de 2 missiles balistiques iraniens en direction de cette base. Alors, tactiquement, c'est un raté. Il y en a un qui est tombé dans l'eau et l'autre s'est disloqué en vol. D'accord. Pas de dégâts, mais j'imagine que c'est le message qui compte. Et plus qu'un message, ça démontre que l'Iran a des missiles avec une portée supérieure de 2000 km par rapport à ce que nos services de renseignement estimaient. Attends, 2000 km d'erreur d'estimation, c'est énorme. C'est monumental. Pendant des années, l'Iran disait que son programme spatial était purement civil et que ses missiles militaires s'arrêtaient à un certain rayon d'action. Et apparemment, on y a cru. Donc on s'est laissé endormir par leurs déclarations. Mais du coup, c'est un échec total de l'évaluation des menaces, non? Toute la logistique de la flotte occidentale reposait là-dessus. Ouais, ça détruit complètement l'hypothèse du programme spatial pacifique. Conséquence directe, la marine américaine a dû modifier en urgence la route de son groupe amphibie. Et ils ont dû faire demi-tour. Pas demi-tour, mais un détour massif par le détroit de Malacca pour aller se planquer et se préparer à Diego Garcia, justement, à des milliers de kilomètres des côtes iraniennes. Juste pour faire des vérifications avant d'approcher. C'est un truc de dingue. Et à propos de cette flotte amphibie, on entend plein de rumeurs sur des opérations de débarquement, notamment sur l'île de Karg. Alors ça, c'est le mirage parfait. Les rumeurs parlent de Karg, d'Abu Moussa, des îles que les Émirats veulent d'ailleurs récupérer, mais concentrons-nous sur Karg.
Ouais, parce que cette île, c'est le cœur pétrolier de la région, c'est ça, quoi. C'est le centre névralgique des exportations. Mais géographiquement, c'est un rocher minuscule de 8 km/4. Il y a 8000 travailleurs dessus. Et j'imagine que c'est bourré d'infrastructures. C'est pire que ça. 60% de l'île est recouverte de raffineries pétrochimiques hyper explosives et 55% sert au transbordement du pétrole. Prendre cette île militairement, c'est une absurdité tactique totale. C'est clair, une étincelle et tout saute. Et le comble, c'est que l'île ne produit pas de pétrole, elle le reçoit du continent. Donc si les Marines débarquent pour sécuriser le pétrole, l'Iran a juste à fermer les vannes depuis la côte. Ah ouais, d'accord. C'est littéralement comme organiser le braquage du siècle pour prendre une banque hyper sécurisée, alors que le directeur peut juste verrouiller le coffre à distance depuis un autre pays. C'est une excellente comparaison. Ça n'a aucun sens. Et même si le but, c'est juste de planter un drapeau pour le symbole, pour amener des troupes là-bas, il faut traverser le détroit d'Ormuz. Et là, on rentre dans le dur. Parce que le détroit d'Ormuz, c'est un couloir maritime truffé de pièges mortels. Un vrai champ de mines. Et c'est là qu'on touche à une vulnérabilité navale critique des États-Unis. Il manque cruellement de capacités de déminage dans la région. Attends, la première marine du monde n'a pas de dragueur de mine sur place? Le navire principal, l'USS Canberra, est introuvable sur les radars publics. Et les autres navires compétents, le Tulsa et le Santa Barbara, ils sont actuellement signalés du côté de Singapour. Singapour? Mais c'est à l'autre bout du monde. C'est à environ 10 jours de navigation. Donc envoyer une flotte de débarquement là-dedans, c'est suicidaire, surtout face à la guerre asymétrique de l'Iran. Ouais, parce qu'ils n'utilisent pas des gros navires pour se battre. J'ai lu dans tes sources qu'ils utilisent des camions. Absolument. Bimissiles anti-navires d'une portée de 600 km, cachés dans de simples camions de livraison civile. Ils tirent ça depuis le désert côtier. Et comment ça peut menacer des navires ultramodernes? Parce que ces missiles volent au ras de l'eau, ce qu'on appelle le sea skimming. Ça les rend presque invisibles au radar jusqu'à la dernière seconde. C'est redoutable. Mais l'objectif, c'est pas de couler un porte-avions américain, j'imagine? Non, l'objectif, c'est les navires commerciaux. Et c'est ça le génie asymétrique de la chose. Ce ne sont pas les navires de guerre qui vont fermer le détroit d'Ormuz, ce sont les compagnies d'assurance. Ah, bien sûr. L'argent. Exactement. Il suffit d'un seul navire civil en feu par jour. Une cargaison de pétrole, c'est entre 100 et 200 millions de dollars. Si un bateau brûle, les primes d'assurance explosent et plus aucun armateur ne voudra traverser. Donc, au final, le véritable arbitre de cette guerre navale de haute technologie, c'est ni le Pentagone, ni Téhéran, c'est le marché des assurances privées à Londres ou ailleurs. C'est dingue. C'est fou, mais c'est la stricte réalité. Du coup, face à ce cauchemar logistique avec les mines et les assurances, l'état-major américain prépare autre chose, une alternative beaucoup plus furtive. Et on le sait grâce au fameux mouvement de troupes. Oui, on a observé le mouvement massif d'armadas d'opérations spéciales. Il y a au moins 17 avions gros porteurs C-17 qui ont atterri sur des bases très discrètes. Tu parles de la base d'Ufda en Israël et celle du roi Abdallah en Jordanie, c'est ça? Tout à fait. Et ces avions, ils ne transportent pas des rations de combat. Ils amènent les unités d'élite, les Rangers, la Delta Force, la SEAL Team 6. Donc on prépare une grosse opération commando, mais en parallèle, j'ai vu que le président américain a fait des déclarations publiques hyper conciliantes. Ouais, il a parlé de négocier un partage du détroit d'Ormuz avec l'Iran. C'est de la pure déception stratégique alors. On sourit devant les caméras pendant qu'on affûte les couteaux dans l'ombre. C'est exactement le terme utilisé par les analystes dans nos sources. Et c'est pas nouveau. L'Iran avait fait exactement la même feinte en 1987. Il parlait de paix tout en préparant des attaques sur les plateformes pétrolières. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. C'est littéralement la technique du magicien. On capte l'attention du public, avec la main gauche qui agite des promesses de paix, et pendant ce temps, la main droite déploie le dispositif militaire le plus létal du monde. Si cette opération spéciale réussit, disons qu'il capture une petite île, ça se transformerait vite en cauchemar. Un cauchemar genre Khesan, comme c'est mentionné dans les rapports. Voilà. Pour faire simple, Khesan, c'était une base américaine hyper isolée pendant la guerre du Vietnam, pilonnée jour et nuit. Si les Américains s'installent sur une îlot dans le détroit, l'Iran va juste faire pleuvoir des roquettes depuis le continent tous les jours. C'est indéfendable à long terme. Donc on voit bien que la réalité tactique sur le terrain, les missiles, les mines, les poudrières flottantes, ça contredit totalement le discours politique qui vend une maîtrise parfaite de la situation. C'est le grand écart absolu. C'est fascinant comme décryptage, hein. Franchement, merci. Mais avant de se quitter, il y a un dernier point de tes sources qu'on n'a pas encore abordé et qui fait froid dans le dos. Ah oui, l'arme de l'eau. C'est crucial. Explique-nous un peu, parce que là, on sort des missiles et du pétrole. Eh bien, imaginons que les Alliés détruisent vraiment les revenus pétroliers d'Iran, par exemple, en frappant Karg.
La riposte asymétrique iranienne pourrait être terrifiante, et elle viserait pas des porte-avions. Elle viserait quoi? Elle ciblerait les usines de dessalement d'eau de mer au Koweït, en Arabie Saoudite ou aux Émirats arabes unis. Oh waouh! Donc s'attaquer directement à l'eau potable. Exactement. Ces pays dépendent presque entièrement du dessalement pour survivre. Sans ces usines, il n'y a plus d'eau douce. C'est effrayant. Ça veut dire qu'un affrontement naval ultra-technologique pourrait se transformer en l'espace de quelques heures en une crise de survie humanitaire pure et simple pour toute la péninsule arabite. Tout à fait. Des millions de personnes privées d'eau potable en plein désert. C'est la vulnérabilité ultime que personne ne mentionne publiquement. Eh bien, c'est une réflexion finale qui donne matière à réfléchir à tous ceux qui nous écoutent. On voit à quel point l'équilibre de cette région tient à un fil, ou plutôt à une goutte d'eau. Merci beaucoup de nous avoir aidés à y voir plus clair aujourd'hui. Avec grand plaisir. À la prochaine. Et merci à vous de nous avoir suivis, restez curieux, et on se retrouve très vite pour un prochain numéro sur C'est entre nous.